Bonjour, bonsoir, bon retour sur la chaîne Varistek Science. Aujourd'hui, on va vous parler de la plus grande discussion scientifique de tous les temps. Discussion qui opposait Einstein et Bohr. Mais avant de commencer, on va faire un bref rappel sur la physique quantique. La physique quantique est née en 1900 avec Max Planck lorsqu'il a compris qu'il y a tout un tas de choses que la physique classique ne pouvait pas expliquer au niveau microscopique. Mais tout cela allait prendre un tournant majeur lorsqu'un physicien allemand dénommé Werner Heisenberg a découvert quelque chose de très étrange au niveau quantique en 1927. Ce monsieur a découvert qu'il est absolument impossible de connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule subatomique avec une précision arbitrairement grande. Le plus bizarre, c'est que ce fait n'est pas dû à une méconnaissance du fonctionnement de base de la nature ou de l'incapacité technique des physiciens expérimentateurs, mais au contraire, cette découverte est en fait une propriété physique connue sous le nom de principe d'incertitude d'Heisenberg. Retournons à notre sujet d'origine, à savoir le plus grand débat scientifique de tous les temps, ce débat qui opposait les deux plus grands magnats de la physique du XXe siècle, Albert Einstein et Niels Bohr. Il faut savoir que ces deux grands physiciens se sont rencontrés pour la première fois chez Paul Ehrenfest en 1920. Après cette rencontre, Einstein a écrit une lettre à Ehrenfest pour lui dire qu'il aime énormément la manière de penser et l'intelligence dont faisait preuve Niels Bohr. La relation entre ces deux-là, c'est-à-dire entre Bohr et Einstein, allait commencer par devenir glaciale juste après les premières études sur l'intrication quantique et la publication du principe d'incertitude par Heisenberg. C'est à ce moment-là qu'une guerre scientifique allait être déclarée. D'un côté, on avait Niels Bohr et les autres physiciens de l'école de Copenhague. De notre côté, il y avait Einstein et deux autres physiciens qui l'ont rejoint successivement à Princeton. Bohr était un de ses partisans du caractère probabiliste de la mécanique quantique et Einstein, lui, pensait que la mécanique quantique devrait être déterministe. D'ailleurs, il a lui-même répété « Une bonne théorie physique doit pouvoir éliminer le hasard ». La première confrontation directe, le premier rendez-vous au sommet entre Einstein et Bohr a eu lieu en 1927, lors du congrès organisé par le chimiste et mécène belge dénommé Ernest Solvay. Pour Einstein, le fait que la position et la vitesse d'une particule soient probabilistes sont la preuve qu'il y a un problème avec le formalisme quantique. Il a même écrit une lettre à Niels Bohr pour soutenir ses idées. Dans cette lettre, il a répondu à Bohr avec la célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Cette guerre scientifique a poussé le New York Times à publier un article choc en première page le 4 mai 1935 intitulé « Einstein attaque la théorie des quantas ». Tout de suite, Einstein, qui était irrité par cet article, a répondu dans le même journal « J'ai pour principe invariable de ne débattre de questions scientifiques que dans les forums appropriés. Et je désapprouve la publication prématurée de toute annonce en la matière dans la presse séculière. » Ce qu'il voulait dire, c'est que s'il avait une annonce à faire, il l'aurait fait dans une revue scientifique et non dans un journal régulier. À peine quelques jours après la publication du New York Times, Einstein publie un article le 15 mai 1935 dans la revue scientifique Physical Review avec deux autres jeunes physiciens, Nathan Rosen et Boris Podolsky. Cet article est connu sous le nom de article EPR. Il faisait 4 pages au total et avait comme titre « La physique quantique peut-elle être considérée comme complète ?» Le but de cet article était une attaque formelle à l'encontre de l'interprétation de l'école de Copenhague. Le point de vue de l'article EPR a été présenté sous la forme de paradoxe, connu sous le nom de paradoxe EPR. Dans l'article, Einstein faisait une ébauche sur l'intrication quantique, le principe selon lequel deux particules peuvent former un système lié présentant des états quantiques dépendants l'un de l'autre, quel que soit l'espace ou la distance qui les sépare. Il faut savoir qu'Einstein était déjà un adepte du principe de localité à cause de ses nombreux travaux sur la relativité restreinte. Eh bien, selon lui, l'intrication quantique viole le principe de localité.
Vous savez, le principe de localité, qui est connu aussi sous le nom de principe de séparabilité, stipule que des objets distants ne peuvent pas interagir directement. Ce qui veut dire l'influence d'un objet a une portée relativement courte, ce qui est faux d'ailleurs en mécanique quantique. Mais vrai en physique des objets macroscopiques. Maintenant, parlons de l'ensemble des implications du paradoxe EPR. Le paradoxe EPR, comme on vient de le dire, interroge l'intégration quantique. Étant donné que le formalisme quantique affirme que des objets peuvent se trouver dans un état intriqué, donc l'article EPR d'Einstein, Podolsky et Rosen soumet deux hypothèses. Soit la mécanique quantique est incomplète, soit la mécanique quantique est incompatible au principe de localité. Il faut savoir que l'interprétation de Copenhague avec Niels Bohr rejette l'existence de tout état d'un système avant qu'une mesure soit faite. D'ailleurs, plus une quantité est mesurée avec précision, plus la mesure de l'autre est incertaine. Selon Einstein et Rosen, le seul moyen pour que deux particules situées à très grande distance s'influencent mutuellement, c'est par le biais d'une sorte de couloir au cœur de l'espace-temps. C'est ce que l'on appelle le pont d'Einstein-Rosen ou tout simplement pont ER. Le paradoxe EPR soulève une contradiction flagrante dans la mécanique quantique avec au moins trois hypothèses très importantes en physique. La première hypothèse n'est autre qu'un des postulats de la relativité restreinte qui sous-entend qu'aucun corps, qu'aucun objet ne peut dépasser la valeur de la célérité de la lumière. Deuxième hypothèse, la mécanique quantique est complète et décrit entièrement la réalité physique et pas de variables cachées. Sachez-le, Einstein sous-entendait qu'il existait des variables cachées, ce qui empêche selon lui les physiciens de connaître à la fois la vitesse et la position des particules. Troisième hypothèse, les deux particules distantes l'une de l'autre peuvent être appréhendées de manière distincte. Selon EPR, il y a au moins une incompatibilité avec l'une de ces trois hypothèses. Par conséquent, Einstein, Podolsky et Rosen ont fait une conclusion très radicale dans l'article en disant: premièrement, la description de la réalité donnée par le formalisme quantique est incomplète. Et deuxièmement, les deux quantités physiques sont incompatibles et n'ont pas à la fois une même réalité objective. L'école de Copenhague dirigée par Niels Bohr, quant à elle, affirme que la mécanique quantique est complète et les deux quantités physiques mesurées ont simultanément une réalité objective. Einstein, quant à lui, ne croyait pas du tout avec l'interprétation de Copenhague. Il est important de noter que la discussion entre Einstein et Bohr n'était pas seulement scientifique, elle était aussi philosophique. Parce que dans leur démarche de sauver ou de mettre en défaut la mécanique quantique, ils s'interrogeaient tous les deux à eux-mêmes sur la nature du réel, sur la définition qu'on donne à la réalité. Après la publication de l'article EPR, toute la communauté scientifique a été alertée. La mécanique quantique, qui était très prometteuse à l'époque, venait d'être remise en question par Albert Einstein. Beaucoup de physiciens du monde entier l'accusaient de tentative d'assassinat sur la physique. Lorsque Wolfgang Pauli, le principal artisan du principe d'exclusion de Pauli, recevait la nouvelle, il a immédiatement pris sa plume pour écrire une lettre à Heisenberg dans laquelle il explique à ce dernier qu'Einstein venait de commettre une bourde. Voilà ces mots. Einstein a encore fait une déclaration publique, et dans la Physical Review en plus. Dans ce numéro de 15 mai avec Boris Podolsky et Nathan Rosen, qui sont des gens par ailleurs peu recommandables, il est bien connu que c'est une catastrophe à chaque fois que ce genre de choses arrive. Pauli a continué en disant qu'il n'attendait pas de telles objections de la part d'Einstein. Dans cette même lettre, il a demandé à Werner Heisenberg de répondre à l'article EPR pour éviter toute hésitation sur la validité de la mécanique quantique dans les rangs des physiciens. Finalement, c'est Bohr qui allait répondre à l'article EPR le 29 juin 1935 dans une lettre qu'il a envoyée à la revue scientifique Nature. Puis le 13 juillet de cette même année, Bohr a publié un autre article dans la Physical Review qui avait le même titre que l'article EPR. La description quantique de la réalité peut-elle être considérée comme complète?
Quoique c'est Bohr qui avait raison, mais il n'avait pas assez d'arguments pour contrecarrer Einstein et le débat scientifique continuait même après leur mort. À présent, on va tenter de répondre à la question suivante. Comment les physiciens ont pu savoir qui avait tort entre Einstein et Bohr? Eh bien, la première brique qui a été posée dans le but de trancher le débat venait de la part d'un physicien irlandais dénommé John Stuart Bell en 1964. Il a établi un ensemble d'inégalités connues sous le nom de les inégalités de Bell. Elles sont fondées principalement sur 3 hypothèses. Première hypothèse, le principe de localité. C'est-à-dire 2 objets ne peuvent pas avoir une interaction instantanée l'un sur l'autre. Deuxième hypothèse, le principe de causalité, c'est-à-dire l'état des particules dépend exclusivement de leur vécu. Autrement dit, ils dépendent de leur expérience dans le passé et dans le présent. En dernier lieu, le réalisme scientifique, c'est-à-dire les particules possèdent des propriétés propres à elles-mêmes. Donc, selon Bell, si on monte une expérience et que l'une de ces inégalités soit violée, donc on peut en conclure que la mécanique quantique est complète. La première expérience qui indiquait une violation des inégalités de Bell a eu lieu en 1972 par John Clauser et Stuart Freed. Mais malheureusement, il y avait beaucoup trop d'incertitudes pour que l'expérience soit validée. Il a fallu attendre l'arrivée d'un jeune physicien français à l'époque pour trancher le débat. Ce physicien s'appelle Alain Aspect. Il a constitué une équipe à l'Institut d'optique à Orsay entre 1980 et 1982. Dans l'année de 1982, ce physicien expérimentateur a montré la violation des inégalités de Bell. Du même coup, lui et son équipe ont prouvé que le phénomène d'intrication quantique et de non-localité sont bel et bien réels. C'est pourquoi qu'en 2022, il a été récompensé par le prix Nobel de physique pour l'expérience qui porte son nom, l'expérience d'Aspect. Cette expérimentation a prouvé qu'Albert Einstein avait tort et que l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique était la bonne. Il faut savoir qu'au XXe siècle, parmi les physiciens, il n'y avait pas qu'Einstein qui était dépassé par la mécanique quantique. Paul Ehrenfest, grand mathématicien et physicien théoricien, avant d'assassiner son enfant qui souffrait d'une grave maladie et avant de mettre fin à sa propre vie en 1933, il a dit « Ces dernières années, il m'est devenu de plus en plus difficile de suivre le développement de la physique avec compréhension. Après avoir essayé chaque fois plus irrité et déchiré, j'ai finalement abandonné à mon plus grand désespoir. » Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si ce n'est pas le cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo encore plus géniale. Sur ce, terrien, terrienne, je vous dis à bientôt.